regardait la couleur du corail. Elle avait seulement les yeux fermés, mais on l'entendait respirer tout doucement, ce qui faisait voir qu'elle n'était pas morte. Le roi ordonna qu'on la laissât dormir en repos jusqu'à ce que son heure de se réveiller fût venue. La bonne fée, qui lui avait sauvé la vie en la condamnant à dormir 100 ans, était à 12 000 lieues de là, lorsque l'accident arrivait à la princesse, mais elle en fut avertie en un instant par un enchanteur qu'elle avait à ses ordres. Elle partit aussitôt, et on la vit, au bout d'une heure, arriver dans un char tout de feu, traîné par des dragons. Le roi alla lui présenter les mains pour l'aider à descendre. Elle approuva tout ce qu'il avait fait, mais comme elle était grandement prévoyante, elle pensa que quand la princesse viendrait à se réveiller, elle serait bien embarrassée toute seule dans ce grand château. Et voici ce qu'elle fit. Elle toucha de sa baguette tout ce qui était dans le château, hors le roi et la reine, c'est-à-dire les gouvernantes, demoiselles d'honneur, femmes de chambre, gentilshommes, officiers, maîtres d'hôtel, cuisiniers, marmitons, gardes, suisses, pages, valets de pied. Elle toucha aussi tous les chevaux qui étaient dans les écuries, avec les palefreniers, les gros chiens de la basse-cour et la petite chienne de la princesse. Dès qu'elle les eut touchés, ils s'endormirent tous pour ne se réveiller qu'en même temps que leur maîtresse, afin d'être tout prêts à la servir quand elle en aurait besoin. Les broches même, qui étaient au feu, toutes pleines de perdrix et de faisans, s'endormirent et le feu aussi. Tout cela se fit en un moment. Alors le roi et la reine, après avoir embrassé leur cher enfant sans qu'elle s'éveillât, sortirent du château et firent afficher dans toutes les rues des avis qui faisaient défense à qui que ce fût d'approcher de cette demeure. Ces défenses n'étaient pas nécessaires, car il poussa, dans l'espace d'un quart d'heure, tout autour du château, une si grande quantité d'arbres grands et petits, de ronces et d'épines entrelacés les uns dans les autres, que bête ni homme n'y aurait passé, en sorte qu'on ne voyait plus que le haut des tours, encore n'était-ce que de bien loin. On ne doute point que la fée n'eût encore fait là un tour de son métier, afin que la princesse, pendant qu'elle dormirait, n'eût rien à craindre des curieux. Au bout de 100 ans, le fils du roi qui régnait alors, et qui était d'une autre famille que la princesse endormie, étant allé à la chasse de ce côté-là, demanda ce que c'était que ces tours qu'il voyait au-dessus d'un grand bois fort épais. Chacun lui répondit selon qu'il en avait entendu parler. Les uns disaient que c'était un vieux château où il revenait des esprits, les autres que tous les sorciers de la contrée y faisaient leur sabbat. La plus commune opinion était qu'un ogre y demeurait, et que là il emportait tous les enfants qu'il pouvait attraper pour les manger à son aise, et sans qu'on pût le suivre, ayant seul le pouvoir de se faire un passage au travers du bois. Le prince ne savait qu'en croire, lorsqu'un vieux paysan prit la parole et lui dit: Mon prince, il y a plus de 50 ans que j'ai entendu dire à mon père qu'il y avait dans ce château une princesse, la plus belle qu'on eût jamais vue, qu'elle y devait dormir 100 ans, et qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi, à qui elle était réservée en mariage. À ce discours, le jeune prince crut, sans hésiter, qu'il mettrait fin à une si belle aventure, et résolut de voir sur le champ ce qui en était. À peine s'avança-t-il vers le bois, que tous ces grands arbres, ces ronces et ces épines s'écartèrent d'eux-mêmes pour le laisser passer. Il marcha vers le château, qu'il voyait au bout d'une grande avenue où il entra, et ce qui le surprit un peu, c'est de voir qu'aucun de ces gens n'avait pu le suivre, parce que les arbres s'étaient rapprochés dès qu'il avait été passé. Il ne laissa pas de continuer son chemin. Il entra dans une première cour où tout ce qu'il vit d'abord était capable de le glacer de crainte. C'était un silence affreux. Ce n'étaient que des corps d'hommes et d'animaux étendus à terre. Il reconnut pourtant, bien au nez bourgeonne et à la face vermée des laquais, qu'ils n'étaient qu'endormis, et leurs verres, où il y avait encore